Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech. Je sais pas vous, mais moi je pense ne pas ajouter de petites saveurs à la citrouille dans mon café, malgré que les couleurs dans les arbres ont commencé à se diversifier, je vais dire comme ça. Mais c'est vraiment, écoute, c'est le plus beau mois de l'année, le mois d'octobre à mon avis, si vous voulez mon avis très personnel. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour, Monsieur McKenna. Je ne partage pas votre enthousiasme pour le mois d'octobre, mais je partage votre enthousiasme pour la technologie en général. Toujours ça, ben oui, effectivement. Je suis content qu'on s'en parle. On va saluer nos partenaires pour 2024, TELUS et Plan A. Il y en a d'autres. On va vous surprendre avec ça bientôt. Dans cet épisode, de quoi on va parler à part de citrouille et de saveur de citrouille dans son café? On va parler, écoute, d'Antidote 12, d'iPad mini, de liseuse Kindle, de Netflix, d'Android 15 et en plus de réacteurs nucléaires. Je vais glisser Godzilla là-dedans. Ben, j'allais dire, c'est des beaux cadeaux de Noël qui s'en viennent, mais là, parler de réacteurs nucléaires, c'est sûr que si vous recevez un réacteur nucléaire pour Noël, votre papa est peut-être un super vilain dans un film. Ouais. On ne sait jamais. Ben parlons-en, écoute, des réacteurs nucléaires, lançons nos espressos de tech sur cette note, parce qu'on en a parlé cette semaine à cause de Google et d'Amazon qui investissent dans les mini-centrales nucléaires. Ça, c'est une nouvelle patente qui s'en vient, là. Des centrales qu'on appelle SMR, des petits réacteurs modulaires, à pas confondre avec ASMR, quelque chose qui sévit sur Internet, là, des madames qui font des bruits bizarres et qui titillent les gens sur Internet. Des petites centrales, écoute, Amazon voudrait des centrales qui font 320 mégawatts jusqu'à 960 mégawatts. Pourquoi? Pour créer de l'emploi, Alain. C'est pas juste pour risquer d'irradier la... Non, c'est pas augmenter le taux de radiation, c'est pour créer de l'emploi. Ça pourrait créer jusqu'à 1000 emplois pour la création de la centrale, construire la centrale elle-même, une centaine par la suite pour son entretien. Pourquoi? Ben parce qu'Amazon veut être net zéro à partir de 2040, pourrait investir dans le solaire, pour investir dans le nucléaire, dans le vent, l'éolien. On n'a pas tous, comme au Québec, de l'hydroélectricité abondante et facile d'accès. Je suis assez déchiré là-dessus parce que je comprends qu'une centrale nucléaire va consommer, va diffuser moins de gaz à effet de serre, de CO2 et pendant sa vie. Je crois que les nouvelles centrales sont beaucoup plus petites, vont moins... Ben, les déchets nucléaires sont toujours l'embêtement, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Ça va toujours être pendant au moins 10 000 ans d'avoir des trucs hautement... Mais je comprends que les nouvelles centrales aussi réutilisent ces déchets-là pour faire d'autres énergies par la suite. Il y a comme une possibilité de réutiliser ces déchets radioactifs-là. Bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, l'accueil de la population. Je parlais avec des gens qui venaient de France, des experts des technologies cette semaine, justement, un peu on parlait pas de ça, mais on a fini par parler de ça, là, le nucléaire. Puis en Europe, ils ont cru au nucléaire au siècle dernier, puis ils le regrettent un peu aujourd'hui. Je sais pas si se relancer là-dedans est une bonne idée, surtout en mettant plein partout des plus petites. Une petite centrale comme ça est suffisante pour alimenter un centre de données. Typique d'Amazon ou de Google ou de Microsoft ou peu importe. Puis je regardais, ces entreprises-là en ont des centaines dans le monde, des centres de données. Donc, ça va prendre des milliers de centrales nucléaires pour atteindre la carboneutralité. À mon avis, il y a des gains à faire aussi dans l'utilisation de l'énergie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 2004, une page web ou même une vidéo, ou même prenez Google, prenez YouTube, prenez le site, et comparez il y a 20 ans la teneur, la charge, le contenu dans une page web. C'est fois 100, je pense, le poids d'une page web. D'ailleurs, c'est un papier qu'il faut que j'écrive. Parce que je suis pas étonné, c'est ridicule. On gaspille de l'énergie avec le numérique d'une façon éhontée, et plutôt que d'être plus efficace, on rajoute des affaires comme des centrales nucléaires. Je pense qu'on s'en va pas nécessairement dans la bonne direction. Ce sera mon opinion éditoriale de la semaine. On retourne aux pages web en noir et blanc, avec juste du texte, pas d'image, ou des images de très faible... En noir et blanc. Exactement. Et moi, ce que je me dis quand j'ai vu les centrales nucléaires comme ça plus petites, je me dis, est-ce que ça va faire des plus petits Godzilla?
Parce qu'on sait que Godzilla, c'était suite à la bombe atomique. C'est une espèce de réaction du Japon à Hiroshima et tout ça. S'il y a des petites centrales nucléaires, est-ce qu'il va y avoir des petits Godzilla qui vont se mettre à pulluler dans notre environnement? Et oui, c'est ma mascotte. J'en ai un sur mon bureau. Un petit Qui Godzilla. me rappelle... Est-ce que si on met bébé Godzilla et un écureuil dans dans une boîte, on a un mini Rampage comme le jeu Nintendo de quand on était petit? Allez savoir. Je le sais pas. Allons-y. Puis ça ferait d'excellents films sur Netflix. Squirrel versus Godzilla. Voilà. Ouais, effectivement, à suivre. On va aller dans un autre registre parce que cette semaine, il y avait une nouvelle très sérieuse du côté de Netflix. On publiait les résultats trimestriels comme on le fait évidemment tous les 3 mois. Et ce coup-ci, il y a eu des nouvelles surprenantes et je regardais l'action de Netflix pour ceux qui veulent faire un coup d'argent rapide. Il est trop tard, mais l'action, je pense, a pris 340% de valeur depuis 2022 parce qu'il y a eu un creux en sortie de pandémie là, où on avait découvert que tout le monde s'est inscrit à Netflix pendant le confinement. Et bien évidemment, ça a créé un creux dans les mois suivants, mais là, on relance la croissance. On a 5 millions de nouveaux abonnés chez Netflix en 3 mois. Et le détail qui, pour nous, est intéressant, parce que ça, c'est une information financière, mais le truc intéressant, c'est que la moitié des nouveaux abonnés optent pour le forfait avec pub. Oh! Donc, quand on dit qu'il y a de la pub partout, ben, c'est pas fini, parce qu'il y en a aussi dans Netflix, et de plus en plus, les gens veulent tolérer cette pub pour aller accéder à moindre coût à du contenu sur Netflix, ce qui ressemble de plus en plus au modèle du câble traditionnel. Je veux pas écœurer personne avec ça, mais tu sais, on se dit, le cord cutting, les services, les plateformes, on a fini de ça, payer puis avoir de la pub. Ce sera mon autre commentaire éditorial de la semaine. Oui, non, mais t'es en feu éditorialement aujourd'hui. Moi, ce que je te dirais, c'est très drôle parce que payer et continuer d'avoir de la pub, moi, ça m'étonne. Parce que pour quelques dollars de plus, on parle de, je pense, 5 dollars de plus, t'as pas de pub du tout, que les gens paient, mais ne veuillent pas payer le 5 dollars de plus. Je me dis, je comprends que les pubs n'est pas encore envahissante, mais moi, j'ai été choqué. Encore une fois, j'ai pas annulé mon abonnement, mais Amazon Prime, au départ, on n'avait pas de publicité. Maintenant, avec Amazon Prime, tu as des publicités qui entrecoupent de temps en temps ton film. Ouais. Je comprends. Ça me fâche. Bientôt. On nous donne juste un peu de publicité. Oui, c'est clairement ce marché-là est en évolution. Et d'ailleurs, toujours très populaire Netflix, Pascal. Les gens, combien de temps passent-ils à regarder Netflix chaque jour? Je tombe en bas de ma chaise. Je ne pensais pas que les gens passaient en moyenne 2 heures par jour sur Netflix. On parle en moyenne. Ben, il doit y avoir des boulimiques de la télé qui regardent ça en rafale tout un week-end de temps. Et ça parce que moi, si j'écoute 2 films par semaine, soyons généreux, c'est 4 heures d'écoute. 2 heures par jour. Le nombre de navets qui doit s'écouter sur Netflix. C'est ça qui me fascine. Ben, moi, je veux dire ceci parce que j'ai un compte, puis c'est un compte familial, puis on est 5 dessus. Est-ce que je compte pour une personne ou pour 5 personnes? Parce que les 5 ensemble, on doit regarder l'équivalent d'une couple d'heures par jour. Toi, t'écoutes pas les navets, c'est le reste de ta famille qui écoute des mauvais films. Je peux nommer des noms. J'ai commencé un film qui m'était proposé, parce que c'était film espionnage, action, rigolo. Je me disais, comédie amusante. Écoute, c'était mauvais acteur, histoire abracadabrante. Tu sais, une espèce de Louis de Funès américain là, qui fait des grimaces puis des drôles de faces, puis c'est supposément drôle. J'ai arrêté le film après 15 minutes et j'ai dit, ne me recommandez pas des mauvais films. Ben, tu sais, pour avoir un catalogue substantiel, Netflix, on l'oublie, mais ils ont acheté tout le fond du sous-sol des studios, tu sais, les films de catégorie B, C, D, E, là, qui sont pas nécessairement des trucs qui se rendent jusqu'au cinéma. Straight, direct to TV. Direct to le sous-sol, ben oui, voilà. Donc, voilà. C'est bon, puis je regardais, c'est quoi le film que j'ai regardé? Un autre film d'action, budget de 40 millions de dollars pour un film très conventionnel, pas de gros effets spéciaux. J'ai comme 40 millions, c'est quelque chose qui me fascine ici. Ouais. Mais, écoute, et là, je vais faire un lien avec la suite, tu vas voir comment je suis subtil. C'est pas quelque chose qui va m'empêcher de dormir. Non, mais déjà, si tu souffres de problèmes de sommeil, sais-tu que tu peux tester la qualité de ton sommeil en portant un appareil connecté, tel une montre? Non. Bon, ça. Alain, tu m'apprends des choses. Écoute, j'ai été un peu...
pas dire éberlué, je vais pas dire estomaqué, mais j'ai trouvé ça drôle à la limite. Vous savez que la nouvelle Apple Watch, c'est pas la seule, évidemment, mais détecte l'apnée du sommeil. Ça, c'est une nouveauté. Je crois à logiciel, je suis pas sûr si ça s'applique strictement aux nouvelles Apple Watch, là. La série 9 ou je ne sais trop, la série 10, je sais pas on est rendu où. Mais là, cette fonction-là, n'est-ce pas, vous informe le lendemain matin quand vous avez mal dormi que c'est peut-être parce que vous souffrez d'apnée du sommeil, basé sur l'accéléromètre, basé sur des données biométriques qui sont captées par la montre. Et là, imaginez-vous donc les gens, parce qu'évidemment, les gens qui voient ça sur leur montre ou qui ne le voient pas, s'inquiètent d'avoir des troubles de sommeil et deviennent anxieux et développent ce qu'on appelle de l'orthosomnie. Donc, une anxiété chronique donc, ils ont peur de mal dormir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils dorment mal. Comme quoi, oui, c'est pour ça, j'ai vu passer un article qui disait « Arrêtez là, de vous paniquer parce que vous avez mal dormi, parce que c'est... » Et là, c'est très drôle de rappeler aux gens que c'est normal de se réveiller pendant la nuit. En même temps, rappeler, on le sait pas, on nous dit « Hey, tu te réveilles 6 fois par nuit, je dors pas bien. » Non, c'est tout à fait normal d'avoir des périodes où on s'éveille sans s'en rendre compte la plupart du temps. Ah oui, exact. Sommeil plus léger, c'est des cycles, le sommeil. C'est tout à fait normal de pas avoir 100% de sommeil profond. C'est tout à fait normal Puis habituellement, encore une fois, la dette de sommeil... on peut pas y aller éternellement, mais si tu as une nuit qui est moins... Normalement, le lendemain, tu rattrapes. C'est très, très flexible, fluide, le sommeil. Ouais. Puis c'est pas normal, en tant qu'être humain, de se sentir moins réveillé certains matins, pour toutes sortes de raisons. Et j'ajouterai ceci, si vous dormez mal avec votre Apple Watch, peut-être c'est parce que vous portez une Apple Watch, parce que c'est pas un appareil qui est confortable au poignet quand on dort. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Si vous dormez mal, c'est peut-être votre Apple Watch. Ben, ce serait pas un bon slogan. C'est pas comme ça que tu fais vendre des produits, mais c'est pas ça notre but. Au contraire, on veut que les gens dorment sur leurs 2 oreilles. On sait que c'est techniquement impossible, parce que chacune des oreilles est opposée, en tout cas. On est oui, mais dormir, bon, oui, bref. c'est ça. Oui, dormir, c'est vrai que dormir sur ses 2 oreilles, c'est pas... Déjà, dormir une bonne nuit de sommeil, On va vous chanter des chansons à la fin de l'émission pour vous endormir. Vous écouterez ça en fin de soirée. Et j'ai pensé à toi avant de m'endormir cette semaine, Alain, parce que je sais pas pourquoi, je me suis mis à enlever mon bracelet avant de bon. Je me suis dit, tant pis, j'ai regardé mes données de sommeil, puis je me rendais compte que c'était finalement pas si utile que ça. C'est le fun une fois de temps en temps, mais t'as raison que ça causait, je me disais, à quoi ça me sert finalement de savoir que j'ai mal dormi? Puis souvent, ça me disait que j'avais bien dormi alors que je me sentais patraque. Fait que je la laisse dans ma salle de bain avant de me coucher et puis je dors mieux depuis. Bon ben, tant mieux. On parlait de Netflix, on va parler de YouTube. Ouais. Des nouveautés s'en viennent, j'ai bien hâte. Je n'écoute presque plus, quand je suis tout seul, de vidéos à vitesse normale. Je les écoute en accéléré, souvent jusqu'à 2 fois la vitesse. J'active les sous-titres et je me rends compte que le monde dans la vraie vie parle très lentement. Mes podcasts aussi, je suis rendu que je les écoute à 2 fois la vitesse. Le nôtre, on parle pas pire, mais même à ça, je l'écoute à 2 fois la vitesse pour me réécouter. On va pouvoir ajuster le temps, la vitesse à laquelle on peut écouter ou réécouter ces vidéos par incrément de 0.05. On pouvait y aller par 1.25, 1.5 fois, 2 fois, 1.75. On va pouvoir ajuster de façon plus granulaire. 1.2, 1.25, 1.3, 1.35. Ce que je comprends très, très hâte parce que des fois, on ajuste un petit peu en fonction de la vitesse à laquelle la personne c'est clairement parle. Pas le seul qui a besoin de ce service-là pour que ce soit raffiné à ce point-là. Non, c'est ça. Puis des fois, c'est un peu le contraire. Si quelqu'un parle trop vite ou tu as des instructions, tu peux l'écouter juste un peu plus lentement. Puis là, ça te permet d'éviter de faire des pauses tout le temps. Ça va être dans l'application seulement, ce que je comprends. Pas dans la version en ligne encore. Je m'étonne, encore une fois. Le mobile first, je suis peut-être vieux, mais moi, j'aime écouter des vidéos sur un écran avec un vrai écran, pas juste un téléphone à la verticale. Ça m'attriste de voir des enfants devant des télés rivés sur leur petit écran. Et on va pouvoir avoir une minuterie pour limiter son temps sur YouTube. Et ça, encore une fois, ça me fascine que tu aies besoin d'avoir une minuterie qui arrête automatiquement pour toi. C'est même pas, je comprends de contrôle parental, de dire tu as 2 heures de YouTube
par semaine ou par jour, c'est vraiment pour dire après 2 heures, on arrête, puis on arrête, tu vas pouvoir dormir. Probablement parce qu'il y avait du monde qui regardait des vidéos, puis qui dormait, puis qui se réveillait avec une vidéo plus criarde que les autres. Ouais, bon point. Ça m'inquiète. Ah, les mauvais plis. Il y a un autre mauvais pli. On va parler un petit peu d'automobile parce qu'on a parlé du Cybercab la semaine dernière de Tesla, le taxi autonome. Et vous savez que les voitures autonomes, il y a comme un nouvel élan. Là. On en a parlé il y a quelques années. Ça a été, bon, on s'est rendu compte que c'était pas parfait. On a mis ça un petit peu en sourdine et là, ça revient. Et là, aujourd'hui, on apprend que le NHTSA, qui est l'organisme fédéral américain qui s'occupe de sécurité routière, va enquêter sur 4 décès liés au système autopilot de Tesla. Ça, c'est le système d'aide à la conduite avancée qui, selon les plus gros fans de Tesla, permet de lire le journal tout en laissant la voiture se conduire elle-même, ce qui n'est absolument pas le cas. Faites jamais ça. Vous n'allez pas apprécier le décrochage du système sans votre plus fine attention. On dit que dans des situations où de faible luminosité, entre autres, quand la visibilité n'était pas top, le système n'était pas non plus à son meilleur. De façon générale, ces systèmes-là sont du gros, ont un défaut de marketing, je veux dire comme ça, parce qu'ils sont présentés comme une solution à un problème qui n'existe pas. On devrait toujours être concentré sur ce qui se passe devant soi quand on conduit une voiture. Et ces systèmes-là font exactement le contraire. Ils encouragent la déconcentration parce qu'on laisse la voiture prendre des décisions, donc on est un petit peu moins focus, n'est-ce pas? Et on perd... et là, quand le système décroche, il faut comme tout d'un coup, récupérer toute cette attention d'un coup, et c'est difficile. Il y a la technologie en voiture, il faudra en reparler. Et heureusement, je tiens un autre balado sur le sujet, également chez Cogeco. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi les écrans tactiles. De plus en plus, les voitures ont des tableaux de bord dépouillés. Hein, il n'y a plus rien. C'est juste littéralement une tablette maintenant. Oui. Et là, on te patente un espèce d'équivalent de gros iPad dans le milieu de la place. Et tout est en menu tactile avec des icônes trop petites pour mes doigts. Et ça, les amis, ça coïncide. L'émergence de ces écrans-là dans les tableaux de bord coïncide avec une hausse du nombre d'accidents de la route. Imaginez-vous donc. Fait que les technologies, à un moment donné, c'est bien le fun, mais il faut savoir quand s'arrêter. Tu vois, je fais un lien avec ta nouvelle d'avant. Et ça nous permet de finir sur cette bonne note nos espressos de tech, parce qu'on s'en va directement dans la section actualité vrai de vrai d'une tasse de tech. Section, segment, période, moment de la balado qui est présentée par InfoBref, que vous connaissez sans doute, l'infolettre quotidienne qui tombe dans votre inbox le matin à 5h très tôt. Et qui vous réveille si vous laissez la petite alarme sur votre téléphone qui fait « bing » et ça vous réveille en plus. Mais ça, c'est de bonne heure pour se réveiller 5 heures. Ce qui est le fun, c'est qu'elle, l'infolette d'InfoBref, est déjà là. Donc, vous pouvez la consulter avec votre café du matin, sans problème. C'est ça prend 5 minutes, 10 nouvelles, vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Et vous allez sur infobref.com, c'est gratuit. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Il y a des bonnes petites nouvelles là-dedans. Et ensuite, vous venez écouter une tasse de tech, parce qu'évidemment, on est là. Et nous, on va vous parler de techno un peu plus. Et on va le faire dans un français de plus en plus soigné, n'est-ce pas? Parce que on ne peut pas le faire, parce qu'il faut passer par la version audio, mais on peut le faire dans nos textes. On a vu cette semaine, ça a fait jaser. C'est une tradition quasi annuelle avant le lancement d'une nouvelle version du logiciel Antidote par Druide Informatique. Antidote, si vous ne connaissez pas ça, c'est l'autocorrecteur intégré à Word et à plein d'autres applications sur ordinateur qui est développé au Québec par une entreprise qui s'appelle Druide, qui est utile quand on travaille à l'écrit beaucoup, mais qui peut être utile pour faire des courriels, pour aller sur le web, pour développer des sites web, pour plein d'affaires. Et là, il n'échappe pas à la tendance, ils intègrent de l'intelligence artificielle cette année. Il y a 5 nouvelles fonctions dans Antidote 12 que j'ai notées. On peut reformuler du texte en conservant le sens original. Ça ressemble un peu à ce que nous propose Gemini chez Google et ces affaires-là. Oui, Copilot et compagnie, la reformulation. Sauf que là, c'est de la reformulation qui se veut, qui ne déforme pas nos propos et qui tient compte de la révision d'Antidote. Fait que ça, c'est assez chouette. Là, on nous propose des révisions qui s'éloignent de notre version originale. Donc, tu écris une phrase et là, il va te proposer quelque chose de similaire avec des mots changés un peu plus, s'éloigner. Très utile pour... ça m'est arrivé, je l'ai testé hier toute la journée et je me disais comment dire quelque chose. Et je l'ai écrit un peu comme ça me venait. Il m'a proposé une reformulation beaucoup plus juste. Et là, j'ai fait « Oh
yeah! J'aime ça. Bon, ça fonctionne. On améliore le style, on peut améliorer la clarté du texte, on peut rendre le texte plus inclusif en utilisant un langage épicène. Ça, c'est automatisé, ça enlève un peu les les grands biais. hommes deviennent les personnes célèbres, ainsi de suite. C'est des belles... c'est quelque chose qui est fastidieux à faire à l'écrit, de réviser un texte et prendre toutes les formules, essayer de trouver la formulation inclusive sans répéter les mots 2 fois, là. C'est assez pas pire pour ça. Assez pas pire pour ça. Assez pas pire. On peut synthétiser du texte et on peut aussi atténuer le ton d'un message qui serait trop méchant. Donc ça, c'est pratique dans les courriels, entre autres. Surprenant, tu tapes quelque chose. Si tu écris en majuscule, si tu écris faites ça maintenant, il va dire le plus tôt possible, il va atténuer. Puis ça, c'est une belle analyse, détecter les mots qui peuvent être perçus comme étant vexants dans son texte. Et comme je viens de publier un billet là-dessus sur mon site pascalforget.com, et souvent quand tu écris sur le web, tu écris impulsivement, tu écris un message de service à la clientèle, quelque chose comme ça, répondez-moi maintenant, puis là, écoute, adoucis un peu ton ton. C'est assez amusant. J'imagine une capsule de François Pérusse, là, juste avec ça, il me semble qu'il y a moyen de faire du rigolo, là, où on a l'avant et le après de ces messages. Oui. On pourrait rigoler. C'est un correcteur qui est aussi très omniprésent, Antidote 12, si vous voulez, si pour le travail, vous écrivez un peu partout tout le temps, c'est pratique parce que ça détecte, même jusqu'en anglais, des erreurs qu'on peut faire. Il y a un mode correction express là, qui se fait aussi dans les navigateurs web, donc si vous allez sur gmail.com, vous pouvez l'utiliser. Il y a plein de nouveaux mots, 4700 nouveaux mots et locutions en anglais, 3200 nouveaux mots et locutions en français. Il y a des nouveaux mots, je vous les donne, il y en a 3 exemples. Déconjugalisé, chimichurri, qui est pas mal meilleur, et voisin gonflable, qui est pas loin de chez nous. Bref, des termes très actuels. Aspirationnel n'est pas encore là, par exemple. Bon, clairement, ils sont pas... il en manque quelques-uns. Ça va être une note pour Antidote 13 l'année prochaine. On verra bien. J'espère. Si vous utilisez la langue française ou anglaise même, et que dans votre travail à l'écrit, vous avez besoin d'un outil, c'est une bonne... Moi, ce que j'aimerais dans cet outil-là, et je leur dirai directement, c'est qu'ils ajoutent... il y a beaucoup d'applications de transcription de la voix vers le texte qui existent, mais c'est toujours souvent basé sur une IA ou un système qui est à la base anglophone. Si on pouvait avoir Antidote qui transcrit nos notes vocales et qui en plus les corrige dans un français correct, ça serait magique. Ça changerait ma vie. Je pourrais même le chanter. Mais je sais pas. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment le fun, j'utilise beaucoup Google Docs, j'utilise Gmail. L'intégration marche beaucoup mieux. Le petit correcteur express, c'est une petite fiole qui apparaît quand tu écris ton texte. Tu composes, la petite fiole est verte tant qu'il n'y a pas de faute. Si on te propose une correction, qu'une détection d'erreur éventuellement, tu peux cliquer. Comme ça, tu n'as pas besoin d'invoquer Antidote si tu écris sans erreur. Puis quand tu veux, tu cliques et boum, Antidote apparaît. Ça vient de changer ma vie. Je l'ai aussi essayé sur WordPress, je l'ai essayé sur LinkedIn, je l'ai essayé sur Facebook. La petite fiole apparaît, vous indique que votre texte est correct. Encore une fois, ceux qui utilisent les outils de correction, je me suis permis de faire des phrases un peu tordues pour tester le système ici, et c'est pas parfait. Parce que des fois, il faut proposer des corrections en fonction du mot précédent, et ainsi de suite. Sauf qu'Antidote va t'expliquer l'erreur. Et ça, c'était la grosse nuance. Je sais, comme tu le dis, que Gemini, que Copilot, que ChatGPT permet de faire des reformulations et tout. Mais si tu demandes pourquoi tu fais ça, il va te sortir quelque chose d'un peu tordu. Antidote va te sortir le dictionnaire, va te sortir la référence, va te sortir les règles. Et là, tu peux déterminer que non, c'est Antidote qui s'est trompé. Ça arrive rarement, ça arrive. J'ai déjà quelques exemples que je vais leur envoyer d'ailleurs, qui me fait beaucoup rire. Je me sens... je pense que mon français est impeccable, mais je vais collaborer avec Antidote comme ça. Puis habituellement, ils font rapidement des ajustements. Mais si vous avez besoin, c'est ça là. Si vous corrigez vos textes avec ChatGPT et compagnie, Antidote va vous donner quelque chose de beaucoup plus fiable, je crois. C'est québécois. Les données ne seront pas utilisées pour entraîner le modèle. Étrangement, j'ai appris que ça a été fait parce que dans leur version bêta, certains textes ont été utilisés, mais c'est plus le cas à partir de maintenant. Et évidemment, il s'améliore constamment. C'est un vieil ami Antidote quand on travaille. On est rendu à la version 12. Ouais. La grande question, quand est-ce qu'on va arrêter d'avoir des versions, un peu comme
Gmail. Ouais. On n'est plus à la version 137 de Gmail. On n'est plus à la version... C'est mise à jour on fait continue. juste mettre des mises à jour régulières. Puis il va peut-être avoir juste un petit feature drop, comme Google le fait, pour signaler des petites nouveautés. Bon point. Tous comme les Windows quelques aussi, c'est mois. un peu rendu comme ça, effectivement. Tout à fait. Ouais. Ah, bon point. À suivre. Oui. Parlant de lire et d'écrire, il y a des nouveautés du côté d'Amazon et de son Kindle. Des belles nouveautés d'ailleurs. Je regardais ça, c'est intéressant ce qui s'en Des vient. belles. Ouais, moi qui est un fan de papier électronique et de liseuse, je suis assez enchanté. Il y a la Kindle de base, 6 pouces, 16 gigaoctets de stockage de base. Elle coûte 144 $. Et attention, la grosse nouveauté, elle est en verre matcha. Donc, vous allez avoir une liseuse qui est beaucoup plus jolie que le blanc ou le noir traditionnel. Il y a la Paperwhite 7 pouces, donc un peu plus grande, un peu plus sophistiquée, 25% plus rapide, résistante à l'eau, 184 $. Il y a une version signature de la Paperwhite. Ça, encore une fois, moi qui aime les liseuses, je suis un peu émoustillé par ça. Elle est 230 $, il y a 32 gigaoctets de stockage et la recharge par induction est possible. Fait que si on a un socle de recharge par induction, on peut simplement laisser sa liseuse sur le socle. Et ça, c'est vraiment une bonne idée, parce que si on a sa liseuse sur le bord de son lit, on peut tout simplement déposer sa liseuse sur son socle, toujours chargée. Il y a une version pour enfants de la Kindle Paperwhite qui est garantie sans stress de 2 ans. C'est pas juste pour les enfants, c'est aussi pour les brise-fer, ceux qui brisent leur appareil. Leur garantie sans stress, là, c'est tu peux la casser en 2. Je crois qu'on te la rembourse sans poser de questions. Elle est un petit peu plus chère, mais elle est vraiment chouette. Il y a la nouvelle Scribe, et ça, je suis très surpris qu'il ait déjà mis à jour. 10,2 pouces de diagonale. Elle ressemble beaucoup à la Remarkable. La version Remarkable 2, la super tablette. Et là, on combine la liseuse et la possibilité de prendre des notes manuscrites sur sa liseuse. Ça m'émoustille beaucoup. C'est 500 $ canadiens. On n'a plus de liseuse avec les boutons. C'est l'autre chose qui est particulier. Amazon avait des liseuses qui avaient des boutons pour passer changer des pages, de page. oui. Ce n'est plus le cas. Je trouvais que c'était une belle fonction. Tu fais avec ton pouce. Je sais qu'il y a beaucoup de clickers qui existent sur le marché qu'on peut connecter à sa liseuse pour changer de page avec un petit bouton. Bien, bien drôle. Et il y a une version couleur aussi, Color Soft, qui n'est pas encore proposée au Canada. Ouais, c'est un peu triste, ça. Oui, bien hâte de l'essayer. Écoute, pas encore au Canada, mais ça devrait s'en venir. Elle devrait coûter autour de 385 canadiens, ce qui n'est pas donné pour une liseuse couleur. Mais ceux qui veulent une liseuse, on va voir la technologie de papier électronique qui est bien visible, même en pleine lumière, même au soleil. Les couleurs sont encore un peu délavées, ça n'a rien à voir avec un écran LCD ou OLED, mais ça s'en vient. On va avoir des couvertures de livres en couleur. Moi, ça m'a redonné du plaisir de lire. C'est agréable, la couleur, c'est vraiment le fun. Ça ajoute un petit je ne sais quoi qui rend sa lecture plus agréable, surtout s'il y a des schémas ou ceux qui lisent des mangas. Je pense que ceux qui lisent des mangas, des bandes dessinées dans une liseuse, ça fonctionne vraiment bien. Puis les couleurs sont habituellement pas... c'est pas sursaturé, disons ça comme ça. C'est pas des couleurs qui ont besoin d'être très intenses pour lire dans sa liseuse. Bon point. On va rester dans le petit format parce qu'il y a eu une nouvelle cette semaine aussi du côté d'Apple qui a mis à jour cette tablette. C'était une rumeur dans les... On l'attendait, on l'attendait, mais c'est arrivé lundi, j'ai reçu le communiqué. Hey, nouveau iPad mini. iPad mini de 7e génération qui conserve le format de l'iPad mini de 6e génération, donc ne change pas visuellement tant que ça. Donc garde le même écran de 8,3 pouces qu'Apple appelle son Liquid Retina. Il y a beaucoup de nouveautés qui sont nécessairement associées à l'intégration de l'intelligence artificielle qu'Apple appelle son Apple Intelligence, qui malheureusement n'est pas intégrée dès les premiers jours de mise en vente de l'appareil. Pour avoir cette suite d'outils d'intelligence artificielle qui ressemble beaucoup à ce qu'on disait tantôt, là, de la transcription, du résumé, de la création d'images, des trucs comme ça, ça prend la version 18.1 d'iPadOS qui n'est pas encore disponible. La grosse affaire par rapport à une nouvelle iPad mini, c'est qu'on est allé avec un processeur qui est le A17 Pro, qui est de mémoire le processeur du iPhone 15, si je ne m'abuse. Ce n'est pas un processeur de la série M comme les plus gros iPads, et je pense qu'on va vouloir de plus en plus distinguer les iPad Pro
des iPads tout court en y allant avec les processeurs A d'un côté, plus légers, disons-le comme ça, des processeurs M plus ordinateur, plus musclés. On dit quand même qu'il y a un gain de performance, de rapidité dans les applications, dans l'ouverture d'applications et dans la gestion de la vidéo de 25 à 30% selon le cas. Par rapport au iPad mini précédent, ça doit être incomparable par rapport aux plus vieux iPad mini, là, qui sont quand même assez vieux. On a joué un peu la même recette qu'avec l'iPhone. On parle de jeux vidéo maintenant avec du ray tracing intégré, du lancer de rayons, comme on dit en bon français, de façon matérielle. Donc, ça va plus vite de ce côté-là. J'ai hâte de voir, on a présenté, entre autres choses... la possibilité d'écrire manuscrit sur l'écran avec un Pencil Pro. Et ça améliore l'écriture manuscrite. Ça ne fait pas de transcrire en texte, ça fait juste comme rendre votre gribouillage, si vous êtes comme moi, là, un peu plus lisible. Il faut vraiment que j'essaye ça. On a aussi plein d'autres affaires, mais comme je le disais, ça vient aussi avec la compatibilité au Pencil Pro. Donc, si vous aviez déjà un Pencil... Je sais pas comment vous dire ça. Pas un stylet, un Pencil Pro. Un Pencil, qui est un stylet. Pencil Pro, c'est le tout nouveau, c'est le plus cher des pencils, bien sûr, celui qu'on peut pincer, rouler, plein d'affaires. Il y a un stylet de base à connexion USB-C aussi qui peut être compatible, mais il y a comme maintenant 4 versions de pencil, de stylet chez Apple. Il faut s'assurer d'avoir le bon. Ça vient mêlant vite, là, puis c'est des accessoires qui finissent par coûter cher, donc ça, c'est un peu un irritant. Il y a des haut-parleurs stéréo si on met l'appareil en mode paysage, donc plein de petites nouveautés comme ça. On parle d'une autonomie d'une journée de 10 heures. Toujours. Je ne comprends pas comment les journées ne font pas 24 heures chez Apple, mais bon, c'est un autre cas. Probablement qu'on l'utilise à gauche, à droite de temps en temps et ça dure 10 heures, mais on en a pour 24 heures quand on l'éparpille dans la journée, allez savoir. Ça, c'est pas inchangé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a doublé la mémoire, le stockage de 128 Go sur la version de base pour le vendre au même prix, $679. Je répète, $679. C'est pas une aubaine, je vais vous dire ça comme ça. Moi, c'est certainement un de mes 2 iPads préférés. Ils ont quand même une belle gamme, là, mais c'est mon goût. Il y a combien de iPads? C'est un de tes 2 préférés? C'est pas que j'en ai 18 chez nous, mais si j'avais acheté un iPad, je regarderais le mini ou le Pro, qui est plus la productivité. Mais et je dis ça parce que ça dépend de ce que vous faites avec. Ma grande fille, qui est une cégepienne avertie, s'en sert beaucoup de son iPad pour travailler, pour faire ses travaux d'école. Elle a même acheté un clavier patente, un étui-clavier, donc ça lui sert beaucoup. Personnellement, je m'en sers pour faire des trucs plus légers. Donc, un iPad mini, moi, tombe bien dans ma main pour lire, entre autres, et pour faire plein d'autres trucs. Donc, je trouve que c'est un beau format, surtout par rapport à iPad de base. Un peu plus cher, nécessairement un peu plus petit, mais quand même, je trouve qu'il offre une expérience qui est pas... Il n'y a aucune dégradation de la qualité d'expérience, même si le format est un peu plus petit. Mais c'est vraiment une question de goût rendu là et de budget aussi, parce que ça monte vite, le prix de ces affaires-là. Oui. Donc, allez savoir. Mais bref, il est là, il sera en vente le 23, donc la semaine prochaine, l'iPad mini de 7e génération. Si c'est quelque chose qui vous titille, ça s'en vient. Mm-hmm. Je parlais tantôt, on disait, parce qu'il y avait la rumeur dans le nouvel iPad mini qui circulait depuis quelques semaines, on parle aussi d'un nouveau MacBook Pro qui s'en viendrait avec le processeur M4 dans les prochaines semaines. Donc, stay tuned, comme on dit en Californie, dans les bureaux de Tim Cook. Et du côté Android, qu'est-ce qui se passe? Oui, termine-nous ça avec une mise à jour. Voilà. Android 15, il est en train de s'installer dans mon Pixel. Android 15 qui va être offert sur les téléphones OnePlus dès le 24 octobre. Je trouve ça très le fun, parce que sur Google, c'est toujours un peu plus rapide directement. Les Pixels sont des téléphones de Google, sur le 24 octobre sur les téléphones OnePlus, et un jour sur les téléphones Samsung, Android 15. Qu'est-ce que ça permet? Bien hâte de l'essayer concrètement. Espace privé, un espace qu'on va pouvoir cacher pour avoir différentes applications financières, applications de rencontres qu'on ne veut pas montrer à quelqu'un. On va avoir une petite zone privée. On va avoir une amélioration des téléphones pliables et des tablettes. Ça, j'ai très, très hâte de le voir sur le Open de OnePlus. On va pouvoir ouvrir plus facilement 2 applications côte à côte et même les associer pour
une seule icône, un seul icône. On va pouvoir ouvrir 2 applications en même temps qui vont être positionnées de la façon qu'on désire. Très, très le fun si on veut ouvrir en même temps, par exemple, son courriel et son calendrier côte à côte. On va avoir la détection du vol à l'arraché. On en avait déjà parlé. Ça va s'installer. Il semble qu'en Angleterre, il semble que dans certains pays... Au Brésil. Les gens sortent leur téléphone et quelqu'un s'en empare, part à courir, et comme le téléphone est déverrouillé, peut changer l'utilisateur, peut le réinitialiser sans que la personne puisse faire grand-chose. Si c'est détecté, grâce à l'intelligence artificielle, évidemment, les capteurs de mouvement et compagnie, le téléphone va se verrouiller, va redemander une authentification. Est-ce que tu peux préciser un truc là-dessus, Pascal? Il demande une authentification biométrique. Si ça voilà. Pas juste le code, parce que n'importe qui peut rentrer un code, mais reproduire votre pouce ou votre face, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est plus difficile, à moins que le voleur parte avec le téléphone votre pouce, et notre pouce. Ouais, ça c'est une autre conversation. Là, ça doit faire mal. On veut pas ça, ou son visage encore plus troublant, dégueu. Et je trouve ça assez niche comme fonctionnalité. On va pouvoir faire passer, ça s'en vient, c'est pas encore là, on va pouvoir faire passer du contenu d'une tablette Pixel à un téléphone Pixel simplement les rapprochant. Oh! Je me dis, qui a un téléphone Pixel et une tablette Pixel? Pour les 4 personnes... Ouais. Qui a des tablettes Pixel? C'est assez rare. Des employés de Google très enthousiastes, là, sans doute, doivent posséder. Peut-être. Je trouvais que c'est une fonction assez niche. Installez ça, découvrez ça sur vos téléphones Pixel, bientôt sur les téléphones OnePlus, bientôt sur les autres plateformes Android 15, qui va ajouter évidemment toutes sortes de fonctionnalités derrière le capot, qui va réjouir les amateurs de technologie et qui est en train de s'installer sur mon Pixel. J'ai rafraîchi. Pendant qu'on se parlait, j'ai eu droit, c'est déployé au cours des prochains jours. Surveillez votre mise à jour de logiciel de téléphone. Voilà, si vous avez téléphone Android. Parfait. Bon, merci Pascal, ça fait le tour des actualités de cette semaine. Il y en avait quand même pas mal. Il y en a plus. Parce qu'il y a nos essais de la semaine qui s'en viennent tout de suite après ça. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Nous revoilà une tasse de tech avec nos appareils, nos sympathiques accessoires de nature technologique de la semaine. Pascal, tu as un machin qui me semble tout à fait intriguant, une console. En fait, c'est 2 machins, si je vais être précis. C'est 2 machins, c'est le MX Creative Console de Logitech. C'est 2 petits pavés qui ressemble beaucoup au Stream Deck de Elgato. Ceux qui connaissent le Stream Deck d'Elgato, Logitech se lance dans quelque chose qui est très similaire. C'est 2 pavés qui permettent d'avoir des boutons facilement accessibles pour démarrer des applications, contrôler ces applications sans avoir à utiliser son clavier ou à mémoriser des raccourcis clavier compliqués. Et moi, le Stream Deck, je m'en sers constamment, entre autres dans les réunions Teams, c'est super utile. Tu peux activer le bouton pour lever la main, tu peux changer le volume, tu peux changer d'application, tu peux en démarrer une très très vite. Puis, comme c'est un petit pavé, le premier des 2 pavés, qui est le Creative Keypad, a des petits boutons et chaque petit bouton, c'est un petit écran. Fait que sur chacun des boutons, tu peux personnaliser les icônes. Tu peux personnaliser les icônes. Alors, en fonction des différentes applications, Spotify par exemple, j'ai les boutons de Spotify qui apparaissent avec des boutons de la couleur de mon choix. Je n'ai qu'à indiquer que je démarre Spotify. Tout ça est contextuel, fait que selon l'application que tu vas utiliser, les boutons peuvent s'ajuster. Tu peux créer plusieurs profils quand tu utilises Photoshop, quand tu utilises Spotify, quand tu fais du montage vidéo. Et c'est déjà très, très bien intégré. Tu as déjà des modules qui vont te connecter avec toutes les applications Adobe. Avec Zoom, avec Spotify, ils sont déjà intégrés. Pour les autres applications, entre autres DaVinci Resolve, les autres logiciels de montage, dans ce genre-là, les applications sont moins intégrées. Fait que ça, il va falloir à la main créer ces applications en attendant que des packs ou des expansions permettent d'ajuster automatiquement les boutons. Le deuxième bloc est très, très intriguant et très amusant. C'est le MX Creative Keypad, qui, lui, est une grosse molette, ou plutôt 2 molettes. Une molette principale qui sert pour le volume horizontal et une deuxième petite molette sur le côté qui permet de faire, entre autres, défiler l'écran.
Fait que tu peux simplement avec ta main faire défiler ton écran, tu peux monter le volume, tu peux agrandir la taille d'un outil. Dans certaines applications, par exemple, ton pinceau ou ton crayon, tu veux qu'il soit plus gros quand tu es dans des applications créatives comme Photoshop et compagnie. Je m'en suis pas servi beaucoup de cette option-là parce qu'on offre 3 mois d'abonnement aux applications de Adobe pour tester. Donc, 3 mois qui sont inclus pour les tester, mais j'utilise des applications qui sont pas aussi bien supportées. Mais ce pavé-là, ce qui est particulier, c'est que tu as ta souris d'un côté, ton pavé, tu le mets où? Parce que moi, je pense constamment, tu ne peux pas passer de ça te prend un souris. troisième bras, là, comme un peu. C'est ça, ça prendrait une troisième main. Tes boutons, je peux comprendre. Tu lâches ta souris, tu appuies sur les boutons. Alors, j'ai découvert que le Creative Dial Pad, j'ai-tu appelé Creative Dial Pad? Il est écrit derrière. C'est un bon Creative Dial Pad. Je l'ai mis de l'autre côté. J'ai ma souris du côté droit. J'ai le Creative dans le pad du côté gauche. Et donc, je peux, avec une main, contrôler ma souris. Je quitte mon clavier. Je peux naviguer dans une page web, faire dérouler. Je peux aussi avancer en arrière, reculer, avancer d'une page web à l'autre. Très, très pratique. Et puis, évidemment, je peux programmer chacun des boutons en fonction de ce que je fais. Ce que je trouve fantastique, c'est que tu n'as pas à mémoriser de raccourci clavier. Entre autres, avec le Dial Pad, moi j'utilisais le Stream Deck, le Creative Keypad avec les petits boutons lumineux, facile à voir même si c'est peu éclairé. Pour chaque application, on voit les boutons avec les fonctions, on peut les personnaliser avec l'icône de son choix, avec du texte de son choix. On peut démarrer des minuteries, on peut démarrer la capture d'écran, on peut changer de piste avec sa musique, intégrer les emojis. Je ne sais pas pourquoi tout le monde veut qu'on intègre des emojis dans les conversations. Tu as un bouton sur ton Dial Pad, tu appuies dessus, pouf, tu as tes emojis. Le clavier d'emojis. Puis ça, c'est vraiment utile. Monter, éteindre le volume sans avoir à chercher sur ton clavier. On sait que c'est pas tout le monde qui ont des claviers avec des boutons de fonction qui sont clairs ou des fonctions dédiées. Si on a déjà un clavier avec des belles fonctions préprogrammées, ça devient redondant. Mais je trouve que c'est une belle option. Je trouve que c'est vraiment, là, si vous voulez faire un cadeau à votre productivité ou à votre bureau, si vous travaillez beaucoup, vous avez vos petits boutons. Moi, je m'en sers pour Spotify. Pas besoin de changer de fenêtre. Il y a une chanson que j'aime. J'appuie sur le bouton. La chanson se met comme chanson aimée. Je veux changer de chanson. Je change le volume de Spotify sans avoir besoin de toucher à des fenêtres ou déplacer ce que je fais. J'adore ça. Puis encore une fois, si j'étais infographiste, par exemple, tu peux rapidement changer la taille de tes outils, travailler plus. Ça demande un peu d'habitude, parce que si tu es habitué avec ta souris, c'est une souris programmée, c'est un clavier bien programmé avec des raccourcis où tu as mémorisé ces raccourcis-là. Jetez un coup d'œil sur le MX Creative Console, qui intègre le keypad. Je vais le lire ici. Le keypad et le dial pad. Donc on peut. Le Dial Pad, il faut que je le dise, il est sans fil. Et il y a jusqu'à 2 ans, c'est des piles qui sont à l'intérieur, des piles AA. Et étonnamment, il y a jusqu'à 2 ans d'autonomie. Wow. Et là, ils disent dans les instructions, ils veulent que ce soit écologique. Ils disent, hey, des piles qu'on jette, qu'on remplace, c'est-tu plus écologique? Ils disent, sur la durée d'utilisation, ça consomme tellement peu d'énergie. Puis moi, j'haïs pas l'idée de pouvoir, après 2 ans, remplacer des piles qui peuvent être rechargeables de toute façon pour utiliser ça. Puis tu n'as pas de fil, tu n'as pas à brancher une fois de temps en temps ton pavé. Le pavé, lui, est branché en permanence pour avoir un meilleur contrôle, une meilleure rapidité. Combien ça coûte tout ça? Combien tu serais prêt à payer, Alain? Ben, je sais pas trop. Moi, celui avec les touches m'intéresserait particulièrement. Je paierais, je vais dire, un maximum de 70$ pour ce. De 70$, de tabarnouche. T'es 200$ en dessous, Alain. Ah, mon Dieu, mais c'est... Le Creative Keypad et le Dial Pad sont 270$. Ah, parce qu'ils sont vendus ensemble, OK. C'est ça, ils sont vendus ensemble. C'est à comparer avec les produits Stream Deck d'Elgato, qui sont à ce moment-là plus spécialisés. Il y en a un maintenant avec des curseurs, avec des boutons. Il y en a qui ont 3 boutons. Il y en a qui ont 3 boutons, 9 boutons, j'ai 12 boutons. Il y a différents modèles du Stream Deck. C'est à comparer. Le Creative Keypad de Logitech a 9 boutons, plus 2 boutons pour changer en dessous. Quand même. 9 boutons avec des écrans, puis 2 boutons pour changer de configuration, passer d'une application à l'autre, par exemple. Donc 30$ du bouton. Que ça. C'est 30$.
J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est tout à fait. Mais tu as aussi le dial pad. Avec la roulette, avec la molette. Voilà, ça revient moins cher par bouton si tu calcules tous les boutons qu'il y a sur les différentes applications. Jetez un coup d'œil là-dessus. Ça s'appelle le MX Creative Console de Logitech. Beau produit pour augmenter votre productivité. C'est très beau sur un bureau, je trouve. Ça fait chic et de bon goût, effectivement. Merci, Pascal. Moi, je vais revisiter un truc dont tu as parlé la semaine dernière pour ajouter, parce que j'ai mis les deux côte à côte. Tu as parlé du Roku la semaine dernière, le récepteur télé, que j'ai finalement déballé parce que j'avais pas eu le temps à ce moment-là. Aimes-tu la télécommande lumineuse? Moi, ça a changé ma vie. Je l'ai comparé avec le Google TV Streamer qui remplace le Chromecast chez Google. Parce que ce sont deux appareils qui se ressemblent beaucoup maintenant, en fait. Oui. Puis effectivement, on se rend compte qu'à la fin de la journée, la télécommande joue peut-être un plus grand rôle qu'on penserait dans l'interaction qu'on a avec ces bidules-là. Et puis tu as bien raison, une télécommande qui s'illumine dans le noir, c'est pratique. Quoique ma télé est tellement énorme chez moi qu'elle fait de la lumière, je vois tout. C'est pas vraiment le cas, mais bon... Évidemment, je vais insister sur le TV Streamer parce qu'on a parlé du Roku Ultra la semaine dernière, quand même pas mal. Je sentais le besoin de comparer les deux, surtout parce que les deux coûtent à peu près 130 $. Je pense que le Roku, il est comme, mettons, 125 ou quelque chose comme ça, mais ça revient à 130 $ avant les taxes, ça revient pas mal au même prix. Et les deux, essentiellement, visent à combler le même besoin, qui est d'ajouter cette connectivité à un téléviseur ou un appareil qui n'est pas connecté. Ce qui est de plus en plus une niche, parce que les appareils, les téléviseurs non connectés, ça n'existe pratiquement plus. Oui. Et la plupart ont une plateforme et de plus en plus, Google et Roku sont les deux plateformes dominantes en dehors de Samsung qui a sa propre plateforme et d'Apple TV qui est toujours un récepteur qui n'est pas un téléviseur. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je vais vous dire ceci. Chez moi, j'ai dans mon cinéma maison un projecteur. Donc, ça, il est planté, il est vissé au plafond. Et c'est un projecteur qui n'a pas cette connectivité-là. Et ce qu'il a de particulier, ce projecteur-là, c'est que, évidemment, il y a des entrées HDMI et il y a 2 sorties USB-A pour alimenter des accessoires. Et le défi à ce moment-là, c'est d'avoir un appareil qui agit comme récepteur numérique et qui peut être près du projecteur, donc au plafond, et qui n'a pas besoin d'une alimentation, qui n'a pas besoin de 4-5 fils pour se rendre jusqu'au cabinet où se trouvent les appareils de divertissement, l'ampli, ces choses-là. Et pour ça, le TV Streamer a un petit détail très sympathique, c'est qu'il son alimentation, c'est USB-C. Donc, tu peux brancher ça dans un port USB. Tu peux l'alimenter à même, dans mon cas, c'est un projecteur, mais on peut aussi l'alimenter à même son téléviseur, parce que la plupart des téléviseurs ont des sorties USB aussi qui permettent d'alimenter un périphérique externe. Donc là, vous branchez la HDMI, vous branchez le USB, et paf, vous avez cette fonction-là intégrée, et que ça s'allume seulement quand votre téléviseur s'allume. Donc, ça règle un petit irritant, à mon avis, pour bien des gens. Et juste ça, c'est à peu près le seul point positif du TV Streamer par rapport au Roku Ultra, parce que tout le reste, le Roku Ultra fait un peu mieux. Entre autres choses, il va un petit peu plus vite. Son interface, est un petit peu plus fluide que celle du streamer, mais le streamer fait quand même très bien par rapport au Chromecast, donc aux appareils de génération précédente de Google qui permettent de faire à peu près la même chose. Là-dessus, on a du Wi-Fi 5, pour ceux qui aiment finasser avec les détails. Alors que sur le Roku Ultra, on a du Wi-Fi 6. Il y a pas nécessairement un gain de vitesse, mais le Wi-Fi 6 surtout permettait aux routeurs surtout d'avoir des dizaines et des dizaines d'appareils connectés de plus que le Wi-Fi 5. Donc, ça rend peut-être la gestion du réseau de la maison plus simple d'avoir du Wi-Fi 6. Ça change pas grand-chose en termes de diffusion de vidéos, je dirais ça comme ça, pour pouvoir avoir de la 4K quand même par Wi-Fi 5. Mais c'est probablement plus sûr d'utiliser le port Ethernet derrière, qui est toujours... plus rassurant, n'est-ce pas, quand on est branché avec un bon gros fil réseau. On sait que ça va se rendre. Ça va relancer la question de il est où le goulot d'étranglement dans votre connexion Internet? Parce que des fois, notre fournisseur Internet, notre routeur, notre modem, notre appareil qui reçoit le mur entre les deux, la porte du cabinet, la tablette, le nombre d'appareils stackés sur la même tablette, tout ça dégrade la qualité de votre connexion réseau. Si vous êtes en sans fil, mais un bon vieux fil fait la job. Et j'ai fait l'effet sonore, vous aurez compris. On parle d'une diffusion 4K à hauteur de 40 images par seconde sur cet appareil TV Streamer qui peut accepter des applications pas mal tout ce qu'on veut avoir est là. C'est compatible avec les protocoles HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos.
Ça prend évidemment un téléviseur compatible avec toutes ces patentes-là. Ça commence à faire beaucoup, puis on dirait qu'à chaque année, ça en rajoute un. Fait qu'il faut finir un jour par dire ça va faire. Je pense que si vous avez du HDR 10, c'est bien correct. Je pense pas qu'il y a besoin d'aller chercher bien plus loin que ça. Dolby Vision, c'est une petite couche. Dolby Atmos, c'est le fun pour l'ambiance sonore, mais c'est pas. Faut avoir un méchant setup sonore pour avoir faut avoir le contenu. D'ambiophonie virtuelle que ça crée. Il y a 4 gigaoctets de mémoire vive, ce qui permet d'aller un petit peu plus vite en passant d'un service à l'autre. Et il y a 32 gigaoctets de stockage, donc on peut mettre du stock dessus. Mais ce qui est désolant, c'est que comme on l'alimente avec son port USB-C, vous remarquez qu'il n'y a pas de sortie pour un périphérique externe, par exemple un disque dur. Par exemple, pour avoir du stockage local, ce que le Roku Ultra propose. Oui, Roku Ultra, c'est génial. Tu prends une clé USB avec du contenu vidéo et écoute, 99% des cas, il peut le lire. Le seul problème que j'avais eu avec le Roku Ultra, c'est avec certains codecs de son. L'image marchait très bien, mais l'audio n'a pas toujours été reconnu. Mais c'est encore une fois des fichiers comprimés de façon un peu capricieuse. Là, fait que c'est pas un gros problème en général. J'ai pas gardé le score, mais on est peut-être à 4-1 pour le Roku Ultra à date sur la fiche technique et la compatibilité. Il y a une télécommande plus évoluée aussi sur le TV Streamer par rapport au Chromecast. Il y a une commande vocale qui fonctionne très bien. Dans l'interface, il y a de l'intégration de Gemini parce que c'est Google, donc pourquoi pas. Gemini vous fournit des résumés d'épisodes, de séries, d'émissions, de films, de ce que vous voulez. Automatiquement, c'est le fun si vous aimez ça, à savoir plus de choses. Et là, je comparais, puis Roku Ultra, ils vont chercher carrément toute l'information sur IMDb, donc ils ont encore plus d'informations hyper granulaires. Donc là, on commence à... Je sais pas à quel point on a besoin de savoir que l'acteur a joué dans tel autre aussi, puis il a fait ci, puis il y a ça, puis l'émission, en tout cas. Mais clairement, les gens en redemandent, donc il y en a beaucoup. Il y a 2 boutons d'accès rapide à YouTube parce que Google et à Netflix parce que Netflix, donc il y a ça, c'est pas personnalisable. Il y a un bouton étoile pour un choix rapide personnalisé. Faut jumeler son téléviseur pour contrôler le volume de son téléviseur et ça marche pas tout le temps avec tous les appareils, je vous le dis tout de suite. Et la télécommande est aussi compatible avec le nouveau protocole de localisation de gadgets de Google, le Find My. Donc vous pouvez, si vous l'égarez, la localiser facilement. Et on me dit que tout le monde perd au moins une fois dans sa vie sa télécommande, donc c'est pratique d'avoir ce genre de fonction-là. Allez savoir. Donc vous avez compris que pour 130$, c'est pas cher. Je trouve que c'est un prix raisonnable pour ces gadgets-là si vous voulez donner une deuxième souffle à votre téléviseur, parce que souvent votre téléviseur sera déjà connecté. J'ai découvert récemment, en parlant avec des gens, que c'est pas tout le monde qui a un téléviseur connecté qui sait qu'ils ont un téléviseur connecté. Donc, peut-être avant d'acheter un périphérique, regardez le dedans de votre téléviseur pour voir s'il n'y aurait pas, par hasard, ce petit logiciel qui vous permet d'installer Netflix. Parce que souvent, tu sais, on vante la capacité de stockage, la boutique d'applications, mais dans le fond, là, on utilise 3 applications vraiment quand on regarde la télé, là. Donc, assurez-vous que vous avez les bonnes applications. Les bonnes applications. J'ai un ami qui a retourné une télé parce que justement TVA+ n'était pas supporté. Vérifiez ça avant. Et puis souvent, c'est pour ça qu'on va acheter un streamer. Si notre téléviseur LG, Samsung, un système qui ne supporte pas les nouvelles applications, les nouveaux services, tu achètes une petite boîte qui permet d'avoir pour quelques dollars de plus. Je trouve une interface plus moderne, mise à jour constamment, puis une compatibilité avec beaucoup, beaucoup d'applications. Puis si on utilise, moi, le Roku, le truc particulier, c'est le Roku Channel qui permet de regrouper tout ce qui est gratuit. Ils ont les services gratuits. Et ça, c'est assez rigolo parce que des fois, tu sais pas quoi regarder, tu n'as pas le goût de payer pour un service. Tout ce qui est offert gratuitement, il va te le regrouper dans le Roku Channel. Puis ça, pour ça, je pense que je ne l'avais pas mentionné la semaine dernière. Non, tu fais bien de le dire parce que c'est peut-être le dernier élément entre les deux, c'est que le Roku Ultra, effectivement, Roku, de façon générale, a une meilleure offre de contenu, soit regroupé ou soit exclusif, effectivement, par rapport à... Mais le TV Streamer, avec le protocole Chromecast, tout ce que vous avez sur votre téléphone peut être poussé sur le téléviseur. Oui, donc ça... mais si vous avez un téléphone Android, très, très une question de confort, de comment vous voulez l'utiliser, mais on y arrive. Donc, c'est un petit peu savoir qu'est-ce que vous avez comme bébelle déjà chez vous, de déterminer ce qui ferait un meilleur complément, soit entre le TV Streamer et le Roku Ultra. Il y a... j'ai pas vu les nouveautés de Fire TV. Peut-être qu'on va les voir. Je sais qu'il y a des nouvelles tablettes, tout ça chez Amazon, mais parce que c'est l'espèce de troisième plateforme...
mettons, grand public, là, qui n'est pas associé à une marque de téléviseur spécifique là, qui existe aussi. Il y a évidemment l'Apple TV, mais ça, c'est Apple, donc c'est une autre histoire. Mais là, pour ceux qui écoutent, Google et Roku sont au milieu de ce mouvement-là, donc ça peut être intéressant de considérer. Et à ce prix-là, ben... Ouais. Moi, je me permets de voter pour 95% des gens, je pense, vont préférer le Roku, qui est compatible avec iOS, Android, permet de faire plein de choses. Ceux qui ont un téléphone Android vont peut-être préférer, ceux qui aiment pousser du contenu de leur téléphone du côté Android vont préférer le streamer de Google. Mais c'est, encore une fois, je pense que bien des gens vont préférer Roku. Mon petit doigt me dit ça. Ah, donc ça, il y a un crinqué de YouTube, effectivement. Exactement. Voilà. Merci nos partenaires. Ah là là, moi j'ai hâte d'écouter mon streamer ou Roku. TELUS Plan Hub, merci d'être là, merci de nous permettre, de financer ce podcast, de nous permettre d'offrir du contenu de qualité chaque semaine. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast partout dans l'univers. Claude Hébert et Jean-Christophe Ouellette à la mise en onde. Alain, on peut te lire sur la presse. Yes. On peut me lire sur pascalforget.com. N'hésitez pas à nous écrire, à nous commenter, à nous liker, à nous retweeter. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Je sais plus. Nous re-xer. Je suis moins fan de X parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que on est en train on se dirige vers une plateforme de plus en plus axée sur les fausses nouvelles. C'est pas le fun. Ah, c'est épouvantable. Et d'ailleurs, il faudrait que de façon symbolique, je considère à chaque fois couper X. Mais en même temps, si je peux continuer de propager du contenu, je peux continuer de diffuser du contenu qui est validé, qui est réel, qui est écrit par une vraie personne. Ben oui, voilà. Faut le faire. Ce serait dommage. Ce serait dommage de me retirer de cette plateforme. Je pense que la plateforme, je pense que la plateforme en souffrirait. On va continuer à publier la balado. Et de toute façon, on est aussi sur les plateformes balado. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et à nous revenir la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.